Bonjour à tous, merci d'être là, merci à la SAP de m'avoir invité pour présenter cette deuxième conférence de l'année. Effectivement, comme Vincent l'a dit, c'est une très belle journée pour l'histoire de l'astronomie avec ce prix Nobel. C'est aussi donc la deuxième conférence de l'année qui sera suivie par une conférence sur les nouveautés en astronomie. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'astronomie. Ça met en perspective les choses. On va parler d'archéoastronomie, ce qui n'est pas exactement la même chose. Moi je suis docteur en archéologie donc depuis peu. Merci d'être là pour ma première prise de parole depuis cette merveilleuse soutenance. Il va être question beaucoup d'archéologie ici, a priori, étant donné qu'au moins la moitié de la salle est archéologue, a priori ça ne devrait pas en choquer beaucoup. Pour les autres, les questions seront bien sûr à votre disposition à la fin. Alors, je vais commencer par une petite mise en bouche. Cette présentation va être peut-être un peu dense. C'est un sujet qui est assez compliqué, que j'ai découpé en deux parties principales. La première, donc une introduction générale sur l'archéoastronomie en elle-même et sur son histoire et ses méthodes. La deuxième, plus concrètement, sur mon sujet de recherche, c'est-à-dire l'astronomie aux âges des métaux. Et donc dans un premier temps on va lever le loup tout de suite et on va parler de ce dont on ne va pas parler. Donc je vous présente ce que n'est pas l'archéoastronomie et ce dont vous n'entendrez pas parler ce soir. Donc si vous étiez venu pour voir des pyramides volantes et des aliens, c'est pas la bonne porte, je suis désolé. En revanche, j'estime nécessaire de souligner très rapidement que l'archéoastronomie, ce n'est pas de la pseudo-archéologie et ce n'est pas de l'astro-archéologie, étant donné que, mine de rien, le champ disciplinaire de l'archéoastronomie en France est très peu connu, très peu populaire. En revanche, les clowns qui sont actuellement à l'écran le sont beaucoup plus. Et je parle d'expérience quand je dis que, en général, quand je présente mon travail à quelqu'un qui ne connaît pas l'archéoastronomie, c'est de ça qu'il me parle en premier. L'archéoastronomie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un champ disciplinaire qui a commencé très grossièrement à la fin du 19e siècle et qui se découpe en trois phases principales, dirons-nous. La première qui concerne en quelque sorte les pionniers de la discipline, qui sont essentiellement soit des astronomes, soit des amateurs éclairés qui ont été particulièrement intéressés par ce genre de questions très tôt et qui ont travaillé dans un cadre méthodologique particulièrement vague, voire qui ont contribué à le créer. J'y reviendrai succinctement. La deuxième partie, un peu plus floue et un peu plus sombre, commence avec Marcel Baudouin et se poursuit pendant la Seconde Guerre mondiale avec un certain nombre de dérives en lien avec notamment les théories nazies, pour être récupérées au moment des années 60, notamment par les premières grandes théories pseudo-archéologiques sur la théorie des anciens astronautes, mais ça on n'en parlera pas, c'est pas du tout ma tasse de thé. La troisième partie concerne l'essor à proprement parler de la discipline tournée essentiellement autour de Stonehenge et des monuments mégalithiques en Grande-Bretagne, avec un certain nombre de protagonistes très intéressants qui étaient soit archéologues, soit astronomes, et c'est un peu le nœud du problème justement. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est ce qui se passe après cette première conférence d'Oxford qui a eu lieu en 1981 et qui lance en quelque sorte l'archéoastronomie comme une véritable discipline scientifique avec un cadre méthodologique sérieux, avec un domaine d'études clair et un début de reconnaissance. Alors, pour commencer, l'archéoastronomie au XIXe siècle, c'était essentiellement donc, des amateurs éclairés, je l'ai dit, qui se sont intéressés avant tout aux orientations des monuments antiques, des temples grecs pour Heinrich Nissen,
et des pyramides d'Égypte pour Sir Norman Lockyer, qui était, à la fin du XIXe siècle, l'astronome royal en Grande-Bretagne, et qui donc était disposé d'une position particulièrement intéressante au sein de la société scientifique britannique. C'est notamment lui qui a fondé la revue Nature, c'est lui qui a découvert l'hélium, en partie. Et donc, tardivement, il commence à s'intéresser à ce genre de sujet, et il publie un premier livre en 1894 qui s'appelle The Dawn of Astronomy, qui était une première synthèse sur tout ce qu'il était possible d'envisager d'astronomique dans les orientations des temples et des pyramides égyptiennes. Ça s'est pas très bien passé, essentiellement parce qu'il a voulu tenter quelques nouveautés. En particulier, essayer de dater les monuments égyptiens en fonction de leur orientation astronomique. Ce qui était certes un beau geste, mais qui est un peu passé à côté d'un certain nombre de données, notamment archéologiques, et qui, de fait, l'ont mis en porte-à-faux avec la communauté archéologique de la fin du XIXe siècle, qui a pas du tout apprécié qu'un astronome vienne essayer d'empiéter sur leur plate-bande, et qui plus est de leur donner des leçons sur comment enregistrer des orientations, comment analyser des données de terrain et comment faire des levées topographiques, ce qu'ils étaient a priori censés maîtriser un minimum. Ceci dit, cette histoire d'amour entre Lockyer et les archéologues continue pendant un certain temps, étant donné qu'il va ensuite s'intéresser à Stonehenge, et qu'il va même publier un livre intitulé Surveying for Archaeologists, où il leur dit clairement tout ce qu'ils font de travers et comment, selon lui, améliorer les choses. Ça ne se passe pas bien du tout. Et les travaux de Lockyer, en ce qui concerne en tout cas l'archéoastronomie, sont rapidement enterrés par les archéologues britanniques, qui ne veulent plus en entendre parler pendant un certain temps. En France, en revanche, on a deux très brillants scientifiques qui se lancent sur les questions des mégalithes morbihanais, c'est Félix Gaillard et Alfred Devoir. Je précise que c'est un échantillonnage, il y en a probablement encore beaucoup que je n'ai pas recensé et sur lesquels je n'ai pas travaillé, mais en tout cas, c'est les deux noms qui ressortent le plus facilement et qui sont les plus intéressants à discuter. Alors, Gaillard et Devoir, c'est encore une fois pas des archéologues de profession. Alfred Devoir, c'est même un capitaine de frégate qui met en fait ses connaissances d'astronomie de position au service de l'archéologie pour étudier les orientations des mégalithes en Bretagne. Ce qui est intéressant avec Gaillard et Devoir, c'est qu'en plus de commencer à creuser cette nouvelle discipline qui est l'archéoastronomie, ou qui deviendra l'archéoastronomie, c'est qu'en parallèle, ils contribuent énormément au recensement des mégalithes bretons et à la préservation de ce patrimoine. C'est les premiers à vraiment commencer à développer, avec la Société polymatique du Morbihan, avec les prémices de ce qui deviendra par la suite la Société préhistorique française, les recensements et la conservation de ces monuments qui sont assez mal conservés, qui sont fragmentaires, qui ont été démembrés avec le temps pour divers travaux ou qui tout simplement sont dans des champs de propriétaires privés qui n'ont absolument pas conscience du potentiel archéologique de ces monuments. Et donc il publie chacun des articles particulièrement intéressants. Félix Gaillard publie même un livre qui est aujourd'hui quasiment introuvable mais qui a été réédité en facsimilé il y a peu, intitulé L'astronomie préhistorique, où il fait état donc, de ses premières découvertes et des études sur les orientations des dolmens, sur les orientations des alignements de menhirs, et qui fait donc la première lumière sur le caractère astronomique potentiel, en tout cas, de ces monuments. Alfred Devoir continue ses recherches et travaille lui avec un certain nombre d'instruments
qu'il a hérité de ses compétences de navigateur, en particulier donc, la maîtrise de la topographie et de la cartographie, et il réalise un certain nombre de travaux également dans le Morbihan qui sont extrêmement intéressants, mais très très rares. Et ce pour une bonne raison, parce qu'Alfred Devoir avait un ennemi juré en quelque sorte, qui est Marcel Baudouin, qui est ici. Alors Marcel Baudouin, c'est un médecin à la base, qui était probablement très curieux. C'était aussi un personnage très curieux, qui s'est intéressé à énormément de choses. Il s'est intéressé à la médecine, il s'est intéressé à l'archéologie, il s'est intéressé à la géologie, il s'est intéressé au costume bigoudin, il s'est intéressé à l'Atlantide et il s'est intéressé aux étoiles. Et le mélange est assez détonnant. Et la plupart de ces publications sont aujourd'hui complètement tombées dans le champ de l'ésotérisme, étant donné que c'est malheureusement en particulier pour ce genre de publication qu'il est connu. Il y a même un monument à son nom et une société dans laquelle il est connu comme l'Atlantidien, ce qui n'est pas forcément un signe distinctif de qualité en archéologie. D'ailleurs, il a écrit un très bon article sur le lien entre le costume bigoudin et l'Atlantide. Et sur le tard, il a développé une théorie tout à fait intéressante, comme quoi les Vendéens étaient les descendants directs de l'Atlantide. Voilà. Il a aussi largement contribué à faire de la pareidolie, c'est-à-dire cette tendance de l'esprit à voir des formes là où il n'y en a pas et à voir des figures là où il n'y en a pas, comme un des arguments essentiels de la pseudo-archéologie, qui est très largement repris maintenant dans les émissions comme Ancient Aliens. Il a notamment écrit un formidable article où il a créé intégralement de toutes pièces un culte stellaire lié à la Grande Ourse et au phallus du ciel sur la base d'un oursin fossile qui n'avait absolument rien de ressemblant avec ni un phallus ni la Grande Ourse, mais bon, soit. Le fait est que Marcel Baudouin était un ami de Georges Clemenceau, et que c'est lui qui a appris à Clemenceau à fouiller. Donc forcément, ça lui donnait un certain atout. Et c'était également un des membres fondateurs de la Société préhistorique française, avant de partir en vrille. Donc quand il se retrouve en face de quelqu'un comme Alfred Devoir, qui est extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux et extrêmement motivé dans ses recherches, qui en plus décide de s'attaquer à son argumentaire et à le démonter intégralement point par point, en faisant valoir que ses méthodes sont absolument fausses et qu'il se base sur des cartes qui ne sont absolument pas bien orientées, qu'il se base sur des théories même astronomiques. Il nous a réinventé la précession des équinoxes, Marcel Baudouin, il faut quand même le dire. Des théories astronomiques complètement fausses. Malheureusement, Baudouin a l'ascendant et Baudouin enterre Alfred Devoir petit à petit. Donc les travaux d'Alfred Devoir, vous les trouverez uniquement sur Percé sous la forme de quelques articles. Les travaux de Marcel Baudouin sont beaucoup plus faciles à trouver et sont monstrueusement longs. Il a même écrit un article sur la circoncision en préhistoire à partir d'un ensemble de lames en silex qu'il avait identifié comme des couteaux de circoncision. Si quelqu'un a envie de reprendre le sujet pour une thèse, c'est foireux d'avance. Le fait est que malheureusement c'est l'héritage de Marcel Baudouin qui est resté en France. Même si la Société préhistorique française, dans les années 40, quand il s'agit de faire l'éloge funèbre de Marcel Baudouin après sa mort, a eu quand même tendance à se distancier un petit peu de ses théories les plus farfelues. Ça a quand même contribué largement à mettre du plomb dans l'aile à la recherche archéo-astronomique balbutiante. Et ça ne s'est pas amélioré avec la Seconde Guerre mondiale, étant donné que ce genre de recherches ont été reprises par les nazis, en particulier par le révérend Wilhelm Teubitz, qui travaillait donc avec la NNRB, qui était la branche, très grossièrement, la branche scientifique de la SS. Teubitz qui s'est intéressé à un monument en Allemagne qui s'appelle les Externsteine,
qui à l'époque se présentait comme étant l'équivalent allemand de Stonehenge. Alors l'idée générale de Theuth, et qui plaisait beaucoup à Himmler, c'était de mettre en évidence le fait que c'était les anciens Germains et donc les peuples proto-ariens dont il descendait directement, qui avaient inventé l'astronomie et non les races sémites, qui étaient notamment les Babyloniens. Tout un programme qui évidemment n'a pas donné lieu à des recherches particulièrement poussées, étant donné que la guerre s'est terminée assez rapidement. Et donc les recherches de Theuth ont été enterrées, mais il faut quand même le dire, le guide qu'il avait écrit pour les Externsteiner est resté en vigueur pendant un certain temps. Ce qui nous amène donc à l'essor de la pseudo-science, on va passer très vite dessus, et arriver à Gerald Hawkins, qui est le deuxième pionnier de l'archéoastronomie, celui qui met le pied à l'étrier une bonne fois pour toutes et qui lance la discipline en elle-même. Gerald Hawkins, c'est un astronome britannique, quoiqu'il ait longtemps vécu aux États-Unis, et c'est l'un des premiers à avoir l'idée d'utiliser l'informatique toute naissante pour analyser les alignements à Stonehenge, dont on reparlera plus tard. Et là, on revient au débat qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle entre Lockyer et les archéologues, étant donné que les archéologues n'ont pas bougé d'un iota de leur position et que le jeune astronome qui arrive avec son ordinateur IBM tout neuf pour faire des calculs d'orientation ne leur plaît pas du tout. Ça casse complètement le modèle en vigueur sur Stonehenge et les sympathiques habitants du néolithique britannique qui se tapent dessus avec des haches en beuglant, mais qui sont paradoxalement capables de monter des monuments mégalithiques absolument stupéfiants. Et la communauté archéologique fait front commun, encore une fois, pour s'opposer à ce genre de théorie. Et là, on a l'émergence d'un énorme débat qui va durer pendant presque 15 ans, à grand renfort de publications dans des revues comme Current Anthropology, comme Antiquity, qui va opposer donc des archéologues et des astronomes. Alors dans les astronomes, on a Fred Hoyle notamment, on a des ingénieurs comme Alexander Thom qui va énormément apporter à la discipline en mettant en place une méthodologie particulièrement sérieuse. Fred Hoyle, à l'époque, c'était un astronome extrêmement célèbre, il faut le dire, et il appuie totalement les théories de Hawkins, et ça joue énormément en sa faveur. Hoyle, pour l'anecdote, a eu aussi des moments un peu moins glorieux, comme par exemple refuser d'encadrer la thèse d'un certain Stephen Hawking, ce qui aurait pu lui porter quelques bénéfices. Donc on a tout un cheptel d'astronomes et d'archéologues qui rentrent en fusion les uns avec les autres, si je puis dire, dans un débat qui est extrêmement vif, qui donne lieu à près de 300 publications à l'espace de 20 ans. Et quand je dis publications, c'est aussi bien des livres que des articles. Et tout ça donne lieu à une dynamique particulièrement intéressante qui amène en 1981 à la tenue de la première conférence en archéoastronomie qui se tient à Oxford et dans laquelle on a deux écoles qui vont émerger, mais deux écoles qui se construisent sur la base d'un seul colloque où des statisticiens, des astronomes, des archéologues, des anthropologues et des mathématiciens vont tour à tour apporter leur grain humain et proposer de nouvelles versions, de nouvelles théories, de nouvelles méthodes pour alimenter un champ disciplinaire qui est donc en train de devenir l'archéoastronomie telle qu'on le connaît. Et donc ce colloque, comme je disais, donne lieu à la naissance de deux écoles qui sont l'archéoastronomie verte et l'archéoastronomie brune, marron, brown archéoastronomie, vous traduisez comme vous l'entendez.
qui, de manière tout à fait étonnante, se retrouve avec deux objets d'étude complètement distincts et deux domaines de méthode radicalement opposés aussi. On a la Green Archaeoastronomy qui va se focaliser sur l'Europe et en particulier l'Europe du néolithique avec l'étude des orientations astronomiques sur les mégalithes. Donc un champ méthodologique extrêmement ciblé sur des études très poussées en mathématiques, en statistiques, en astronomie. Un champ disciplinaire où, pour ainsi dire, l'archéologue est complètement perdu parce qu'il n'a pas les méthodes et n'a pas les connaissances nécessaires pour appliquer ce genre de travaux. Et de l'autre côté, donc la Brown Archaeoastronomy, qui va être essentiellement tournée vers l'Amérique, et vers les premières formes d'astronomie mésoaméricaine et inca. Et alors là, on n'a pas du tout la même approche. Le but recherché est plus de comprendre le pourquoi, la raison de ce genre d'intérêt. Et donc les outils méthodologiques utilisés sont plus du recours de l'anthropologie. Et donc on a vraiment donc ces deux modules distincts qui émergent avec des champs d'études complètement différents. Donc la suite des années 80 va voir apparaître un certain nombre de spécialistes un peu partout en Europe. L'un des plus célèbres étant Clive Williams, étant donné que c'est le premier titulaire d'une chaire d'archéoastronomie à l'université de Leicester. Wolfhard Schlosser, qui se distingue en Allemagne avec ses travaux notamment sur les enclos néolithiques d'Europe centrale. Et ces personnalités, ainsi qu'un certain nombre qui sont encore ici, parviennent en 1992 à créer la European Society for Astronomy and Culture, plus couramment appelée la SEAC, qui elle-même donnera l'impulsion pour un programme une société encore plus grande, plus vaste, qui couvre vraiment la planète, qui est l'International Society for Archaeoastronomy and Astronomy and Culture en 1996, qui est encore aujourd'hui responsable des colloques organisés qui sont toujours à Oxford et qui sont toujours les Symposium on Archaeoastronomy. Et donc en Europe, en 2004, on a la découverte, donc, la publication du disque de Nebra qui bien sûr va donner une impulsion nouvelle à l'archéoastronomie européenne, en particulier sur l'usage des métaux. Je vais en reparler. Et plus récemment, en 2009, on a l'UNESCO qui met en place un programme Astronomie et patrimoine mondial dans lequel vient s'intégrer directement l'archéoastronomie et l'ethnoastronomie. Alors aujourd'hui, l'archéoastronomie, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui est en plein essor, comme je l'ai dit, avec donc des sociétés scientifiques à vocation internationale particulièrement dynamiques qui organisent des colloques un peu partout dans le monde, des chaires professorales et des cours de master notamment qui sont accessibles même en ligne. Je crois qu'il y a des MOOC d'archéoastronomie maintenant. Donc ça a commencé à l'université de Leicester. Maintenant on a des cours à l'université du Pays de Galles, on a Polytechnique Milan qui a un cours de master. L'université d'Arizona avec Anthony Avni qui a un très gros programme de recherche sur l'archéoastronomie en Mésoamérique, et donc ce programme Astronomie et patrimoine mondial de l'UNESCO qui est particulièrement intéressant mais qui a encore un potentiel relativement limité parce qu'il est difficilement lisible à moins de faire partie du programme. Et le disque de Nebra a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Ce qui est un premier jalon intéressant pour venir parler de mon sujet de recherche. Donc l'archéoastronomie aujourd'hui, elle a balayé ce clivage entre la Green et la Brown archéoastronomie, et elle a, si je puis dire, essayé de trouver une définition plus large qui pouvait englober davantage de conceptions. Et donc elle se définit aujourd'hui comme étant l'étude des croyances et des pratiques relatives au ciel dans le passé, et en particulier dans la protohistoire, et l'utilisation qu'on fait de la connaissance du ciel au sein des sociétés. Alors la question qui se pose bien sûr, c'est est-ce qu'on peut parler d'astronomie aux âges des métaux ?
sens contemporain de l'astronomie en tout cas, sachant que, en tout cas du point de vue des astronomes, l'histoire des sciences classe le début de l'astronomie à peu près à l'époque de Copernic, ce qui nous amène quand même très très loin de la période qui m'intéresse ici. Alors non, on ne peut pas vraiment parler d'astronomie aux âges des métaux, autant le dire clairement. En revanche, ce qu'on appelle l'astronomie par commodité regroupe un certain nombre d'éléments. Donc ça va regrouper tout ce qui est cosmologie, tout ce qui est théorie et croyance à propos de l'univers, à propos du Soleil, à propos de la Terre, à propos des planètes. Et avec ces cosmologies viennent donc des constructions mythologiques et symboliques qui sont variables d'une société à l'autre, mais qui englobent quand même un certain nombre de tendances générales. On va intégrer également des paradigmes scientifiques, ce qu'on va considérer comme une approche rationnelle des lois célestes, qui correspondent davantage à l'astronomie d'aujourd'hui, mais également une approche irrationnelle des déterminations astronomiques qui sont faites à fin notamment de prédiction ou d'astrologie. Alors, c'est pas documenté en Europe occidentale, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en Égypte et en Mésopotamie à la même époque. On va également considérer l'influence culturelle des corps célestes sur le comportement et la vie quotidienne des sociétés. Et on va envisager également cette forme d'astronomie comme de la magie, comme une dimension religieuse de l'astronomie en contexte culturel et historique. Je suis profondément désolé, mais je pense qu'au fond de la salle, vous ne voyez rien. Je ne sais pas si c'est visible, mais bon, en tout cas, j'essaye de vous résumer rapidement les grandes tendances. Alors, ça m'a amené à devoir considérer des éléments méthodologiques et épistémologiques qui sortaient donc de la logique traditionnelle de l'archéoastronomie, afin justement de pouvoir intégrer de nouveaux supports, de la culture matérielle notamment. Et donc, l'idée, c'était de se détacher des méthodes et des conceptions traditionnelles de l'archéoastronomie qui étaient essentiellement des travaux d'orientation de sites mégalithiques, et une prépondérance des sites immeubles du néolithique en Europe. Immeubles, c'est-à-dire des sites en pierre, solides, inamovibles, par opposition à la culture matérielle sur laquelle je travaille moi en particulier, qui est essentiellement composée d'objets de petite taille, donc facilement déplaçables, et qui malheureusement sortent du cadre traditionnel de cette archéoastronomie, et sortent aussi du cadre du programme Astronomie et Patrimoine Mondial de l'UNESCO, exception faite du disque de Nebra, étant donné que l'UNESCO a une procédure de classement particulièrement complexe qui est ciblée essentiellement sur des biens matériels immeubles. Donc l'idée, c'était de voir de nouvelles perspectives de réflexion et de proposer de nouvelles méthodes de réflexion pour appréhender ces objets. Et je me suis tourné vers l'anthropologie sociale et l'ethnologie. L'anthropologie sociale parce que, notamment, j'ai eu la chance de travailler et d'échanger longuement avec Maurice Godelier, qui est toujours vivant, fort heureusement, mais qui était notamment l'aide de laboratoire de Lévi-Strauss, et qui s'est énormément concentré sur des questions concernant notamment les relations entre l'idéal et le matériel, sur le symbolique, sur l'imaginaire, sur l'imaginé au sein des sociétés, et tous les travaux qu'il a réalisés sur des sociétés ethnologiques vivantes, notamment chez les Barouillas en Nouvelle-Guinée, sont extrêmement intéressants à transposer sur le champ archéologique. Alors forcément, les méthodes de l'anthropologie sociale ne sont pas les mêmes, les critères de l'anthropologie sociale ne sont pas les mêmes, mais l'idée était d'exploiter une problématique archéologique, de la transposer dans le domaine méthodologique de l'anthropologie sociale, voir en grand champ des possibles ce qui était possible de tirer de tout ça, explorer de nouveaux corrélats et ensuite rapporter les résultats de cette confrontation entre archéologie et anthropologie sociale à des critères strictement archéologiques pour construire un discours strictement archéologique aussi, forcément. Ça m'a amené également à considérer un autre aspect qui m'a longtemps posé problème dans la question de l'archéoastronomie, qui était
de se départir de l'approche strictement matérialiste qui a été faite des monuments et des objets, et d'appréhender ce qui se passait réellement dans la tête des personnes qui étaient soit dépositaires de ces savoirs, soit qui manipulaient ces objets. Et donc j'ai eu recours à un comparatif qui me paraît relativement intéressant, qui est celui de l'ethnoscience. L'ethnoscience en ethnologie, donc, qui a été développée par Jean Audricourt en 1985 et poursuivie ensuite au Muséum d'Histoire naturelle, qui se définit comme l'ensemble des conceptions indigènes, du discours indigène, de la taxonomie et des cosmologies autochtones. Et donc ce qui, pour Audricourt notamment, s'appliquait à des populations ethnologiques, me paraissait extrêmement pertinent également pour appréhender ces questions-là du point de vue archéologique. Alors en archéologie, le terme d'archéoscience n'est pas spécialement utilisé. En revanche, on parle d'archéoscience au pluriel, qui est donc l'ensemble des disciplines scientifiques dites dures appliquées à l'archéologie. Donc les disciplines physiques, chimiques, sciences de la vie et de la terre. On a toutes sortes de disciplines qu'on peut considérer comme étant des archéosciences. On a l'archéozoologie, l'archéogéologie, l'archéobotanique, j'en passe. Mais l'archéoscience au singulier, je voulais l'envisager comme étant non pas une méthode d'étude, mais un objet d'étude de l'archéologue, qui se définirait donc pour une population archéologique donnée comme l'ensemble des moyens matériels et idéaux autochtones de percevoir, ordonner, classer et représenter le monde. Donc l'astronomie, à mon sens, de ces périodes-là, deviendrait en quelque sorte une forme d'archéoscience astronomique et de fait s'intégrerait parfaitement dans un travail d'étude qui répondrait à des critères archéologiques précis. Ce qui m'amène à appréhender donc, une étude de cas un peu plus pertinente et précise, histoire de vous donner un aperçu. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire avec cette notion d'archéoscience astronomique de la fin du néolithique à la fin de l'âge du bronze nordique en Europe occidentale et septentrionale, sachant que donc j'ai travaillé sur une fenêtre relativement large, qui couvre 2 millénaires, qui commence en 2500 avant Jésus-Christ avec la fin du néolithique européen et le début du phénomène campaniforme, j'en reparlerai, et qui se termine en 500 avant Jésus-Christ avec la fin de l'âge du bronze nordique. Alors la période focale de cette étude est donc l'âge du bronze, et donc l'âge du bronze en Europe occidentale commence grosso modo en 2200 avant Jésus-Christ. Il est découpé traditionnellement en 3 périodes qui sont le bronze ancien, le bronze moyen et le bronze final, qui se termine en 800 avant Jésus-Christ et qui donne place au premier âge du fer, qui est la période de Hallstatt. En Europe du Nord, c'est un problème un peu plus complexe, étant donné que l'âge du bronze commence beaucoup plus tard, il commence en 1800 avant Jésus-Christ, et il est découpé en 6 périodes, qu'on appelle traditionnellement les périodes montéliennes, étant donné que c'est Oscar Montelius qui a fait cette sectorisation. Et donc l'âge du bronze nordique se termine en 500 avant Jésus-Christ, avec la 6e période montélienne, qui correspond donc à la fin du premier âge du fer, très grossièrement, en Europe occidentale. Donc on a un certain nombre de groupes culturels qui apparaissent à l'âge du bronze et qui se développent en Europe. On a un très grand complexe atlantique qui intègre la façade atlantique, donc essentiellement la Bretagne et une partie de la Normandie française, une partie de la péninsule ibérique et les îles britanniques, le complexe nordique qui intègre le Danemark, la Norvège et la Suède et une partie du nord de l'Allemagne, qui sont donc les 2 zones essentielles sur lesquelles j'ai travaillé et que je maîtrise, avec une certaine interaction aussi qui va être intéressante d'étudier avec le complexe nord-alpin et une partie du complexe sud-alsacien et le complexe carpato-balkanique qui est ici.
je ne rentre pas dans les détails. Mais donc, très grossièrement, encore une fois, sur cette frise chronologique, donc j'ai représenté distinctement trois axes qui sont les îles britanniques, la Scandinavie et l'Europe occidentale et centrale. Et donc j'ai étudié tout au long de ma thèse 2000 ans de ces cultures matérielles qui ont été intégralement pratiquement consacrées au Soleil, au corps céleste et aux phénomènes célestes. Qui commence donc en 2500 avant Jésus-Christ avec l'avant-dernière étape de Stonehenge. Pour faire un parallèle chronologique pour que vous vous repériez, c'est à peu près à cette période-là que les pyramides de Gizeh sont construites. Et donc on a une culture matérielle très riche, avec des objets qui sont pour l'essentiel presque tous uniques ou issus de séries très limitées et très intéressantes, avec des décors particulièrement complexes, dans des matériaux essentiellement très précieux, qui se répartissent de manière plutôt disparate à travers le nord et le nord-ouest de l'Europe, mais qui, mise dans une synthèse diachronique et transgéographique, permettent de souligner une certaine homogénéité dans les croyances et surtout de très intéressants contacts entre les groupes culturels et la mise en place d'une cosmologie assez uniforme finalement, qui répond à des tendances particulièrement proches d'un groupe à l'autre. Alors, je vais commencer avec cette enceinte de Goseck, qui date du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Je vous ai reconstitué, enfin je vous ai mis le dessin de cette enceinte reconstituée, qui était une enceinte palissadée en poteaux de bois, avec un fossé, dont on a aujourd'hui reconstitué les palissades pour des besoins aussi bien d'archéologie expérimentale que de tourisme grand public. Cette enceinte de Goseck se trouve en Allemagne et elle appartient donc à ces enclos néolithiques du 5e millénaire, et c'est l'une des plus remarquables en termes d'orientation, étant donné que deux des portes de l'enceinte présentent par rapport au centre toujours de l'enceinte une orientation sud-ouest et sud-est qui correspond donc au lever du soleil, au solstice, et au coucher du soleil au même solstice, qui sont donc des points remarquables qu'on va retrouver dans un certain nombre d'enceintes à travers toute l'Europe et qui vont perdurer dans la culture matérielle dans les périodes suivantes. Alors je passe rapidement sur Goseck, mais souligner néanmoins que à cette période-là, on a une tendance généralisée à l'échelle européenne d'intérêt porté pour les phénomènes célestes, en particulier le soleil et les solstices. Et donc là, on a un intérêt tout particulier pour le solstice d'hiver à Stonehenge. Solstice qui autorisait un marqueur calendaire relativement simple dans l'espace, qui permettait de découper en fait l'année en deux, avec une période chaude et une période froide. Le solstice d'hiver marquant le début du rallongement des jours et donc l'approche de jours meilleurs, si j'ose dire. Alors Stonehenge, c'est un monument qui a une histoire relativement complexe, qu'il a été difficile d'appréhender pour les archéologues. Donc je vous ai mis ici les 5 phases du monument. Donc la première phase, elle commence en 3000, grosso modo, avant Jésus-Christ. Stonehenge, à l'époque, c'est juste un fossé et un enclos, avec des poteaux en bois. Et ces 56 fameux trous daubrés qui faisaient le tour de cet enclos.
Et on n'a pas encore donc les pierres, et on n'a pas encore cette orientation à proprement parler, même si des études récentes ont montré que vraisemblablement l'orientation de Stonehenge était initialement totalement naturelle. Elle est littéralement inscrite dans le paysage. C'est le genre d'éléments un peu voilà, fortuits qui arrivent, mais donc les peuples qui ont construit ce monument avaient dû se rendre compte assez tôt que l'alignement même du paysage à cet endroit-là traçait un trait direct vers le point du lever au solstice d'été. Alors, la deuxième phase du bâtiment, enfin du monument, elle a lieu autour de 2620-2480. C'est l'érection des cercles de Sarcelles. On n'y voit rien du tout sur ce diaporama, je suis désolé. C'est l'apparition donc des trilithes, c'est le marquage de la Hillstone qui va donc servir de point de repère dans l'espace pour marquer le lever du soleil. C'est l'érection aussi des deux Station Stones qui sont là. La troisième phase, en 2450-2210, va voir la création de l'avenue à proprement parler. Donc là, on a vraiment une mise en scène monumentale de cet alignement. La quatrième phase, entre 2270 et 2020, donc au tout début de l'âge du bronze, va voir l'apparition du cercle de Bluestones autour du trilithe. Et enfin, la cinquième phase, qui est vraiment bien ancrée dans l'âge du bronze, entre 1630 et 1520 avant Jésus-Christ, va voir apparaître ce qu'on appelle les trous Y et Z. Et donc, Stonehenge est un monument qui a donc fait couler énormément d'encre, du fait notamment de ses très nombreux points d'alignement susceptibles d'être intéressants astronomiquement parlant. Également parce que le monument a subi un certain nombre de désagréments au cours du temps, que certaines pierres sont manquantes, certaines pierres se sont effondrées. Forcément, ça fausse les données quand il s'agit de vouloir analyser les différents alignements et déterminer lesquels étaient volontaires et lesquels ne l'étaient pas. Mais on s'accorde aujourd'hui pour dire que oui, le monument est bel et bien aligné sur le lever du soleil au solstice d'été, le long de l'avenue, et qu'il y a un certain nombre de données tout à fait pertinentes pour attester du caractère astronomique du monument. Encore une fois, on n'y voit pas grand-chose, je suis désolé. Mais alors voilà, je vous ai mis une photo du lever du soleil au solstice d'été 2017 après Jésus-Christ. On voit un rassemblement de populations absolument pas néolithiques avec des smartphones qui ne sont pas non plus néolithiques, mais c'est pas grave. Afin de montrer quand même la persistance de cette orientation dans le temps et des cérémonies qui sont encore particulièrement impressionnantes et particulièrement dommageables pour le monument, mais c'est une autre question, qui réunissent plusieurs milliers de personnes chaque été pour assister au lever du soleil dans l'enceinte du monument. Donc le fait est que Stonehenge est certes un monument qui est orienté astronomiquement, mais ce n'est pas seulement un monument orienté astronomiquement, ce n'est pas non plus un observatoire astronomique comme il a été question de le postuler pendant des années, ce n'est pas non plus un ordinateur astronomique comme Gerald Dawkins avait pu le suggérer dans les années 50. C'est en revanche un monument particulièrement intéressant qui regroupe un certain nombre d'éléments fondamentaux de la cosmologie néolithique, à savoir d'une part cette orientation vers le lever du soleil au solstice d'été, mais également la présence d'un certain nombre de sépultures dans l'enceinte du monument, des crémations, et en revanche absolument aucun élément n'attestant d'une occupation humaine régulière sur le site.
Cette question de l'occupation humaine implique de replacer Stonehenge dans un paysage beaucoup plus vaste, étant donné que le monument en lui-même s'intègre dans la plaine de Salisbury, dans un ensemble beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, qui est aujourd'hui classé intégralement par le English Heritage et qui est totalement protégé. Donc, dans cet environnement, on a énormément de monuments. On a donc Stonehenge et son avenue, mais on a également un très long barrow qu'on appelle le cursus. On a un mini Stonehenge, entre guillemets, qui a été appelé Blue Stonehenge. On a énormément de tertres qui sont aussi bien de l'époque néolithique que d'occupation plus tardive. On a un monument ici en poteaux de bois qu'ils ont appelé Woodhenge, et on a cette énorme enceinte de Durrington Walls qui, elle, pour le coup, présente énormément d'occupation humaine. Et donc il y a une très importante dichotomie entre deux sites, qui sont Stonehenge, qui malgré toutes les campagnes de fouilles qui ont été menées n'a jamais livré de vestiges d'activité humaine quotidienne ni de traces d'occupation dans sa proximité directe. Et on a en contrepartie un centre de vie extrêmement animé tout au long de l'année qui est Durrington Walls, qui atteste au contraire d'une activité absolument débordante. Les alentours du site sont très riches en vestiges d'occupation. Et on trouve sur place des quantités extrêmement impressionnantes de déchets de boucherie qui laissent penser qu'à au moins certains moments de l'année, il y avait des regroupements de communautés autour de Durrington Walls, où il y avait énormément de festins, où il y avait énormément d'animaux tués pour nourrir une très grande population. Qui donc fait complètement écho à Stonehenge tout en étant radicalement opposé à Stonehenge, dans le sens où on a un monument que Mike Parker Pearson, qui est l'actuel fouilleur de Stonehenge et qui a travaillé au Stonehenge Riverside Project, a décidé d'envisager comme un domaine des vivants, avec donc toutes ces traces d'occupation, alors que Stonehenge serait plutôt de l'ordre du domaine des morts. Et les deux monuments, qui ne sont pas directement reliés par une quelconque trace de route ou de chemin, pourraient alors être reliés par la rivière Avon qui est ici, et qu'il suffirait de longer pour arriver au Blue Stonehenge et ensuite remonter l'avenue jusqu'à Stonehenge. Alors la théorie qui a été développée par Parker Pearson, elle est très intéressante, mais elle est surtout basée sur un modèle de comparaison ethnologique qui lui a été inspiré par un collègue et ami à lui, qui s'appelle Rami Sonina, qui est malgache, et qu'il avait invité à venir visiter Stonehenge au début des premières fouilles du Riverside Project. Et donc il expliquait à Rami Sonina qu'il avait beaucoup de mal à comprendre comment les deux monuments pouvaient fonctionner ensemble, comment cette plaine de Salisbury pouvait accueillir autant de monuments qui ne seraient pas connectés les uns aux autres. Et Rami Sonina a eu une espèce de déclic, il a fait un parallèle tout à fait intéressant avec des traditions que lui, il a connues à Madagascar, qui sont relativement simples finalement. Les pierres sont réservées aux morts et les bâtiments en matériaux périssables aux vivants. Donc, sur cette base-là, Parker Pearson a élaboré la création d'un immense
espace autour de Stonehenge et de Durrington Hall, ce qui ferait donc une distinction entre un monde des vivants et un monde des morts, et un lien entre ces deux mondes par la rivière Avon. Alors il faut aussi signaler que si le site de Stonehenge est aligné avec le lever du soleil au solstice d'été, Durrington Walls en revanche est parfaitement bien aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Et donc là on a vraiment inscrit dans le paysage cette double interaction avec le soleil au solstice. Le solstice d'hiver qui va marquer le début du rallongement des jours et qui marque aussi l'entrée dans un hiver et dans la période la moins faste de l'année, qui serait donc liée au monde des morts, et Durrington Walls qui, lui, en revanche, serait orienté sur le lever du soleil au solstice d'hiver et sur le moment du rallongement des jours et des périodes du retour à la chaleur et à la période agricole. Alors, il se passe quelque chose à la fin de cette période faste qui était le néolithique dans la plaine de Salisbury. On a l'arrivée d'un personnage qui vient de loin, qui vient vraisemblablement des Alpes et qui est enterré à Stonehenge et dont la tombe marque en quelque sorte, en tout cas pour les archéologues aujourd'hui, la rupture entre deux périodes radicalement différentes, étant donné que cette personne était vraisemblablement un archer. Et cet archer, inhumé à proximité de Stonehenge, apporte avec lui de nouvelles traditions et de nouveaux modes de pensée qu'on connaît aujourd'hui en archéologie sous le nom de phénomène campaniforme. Alors le phénomène campaniforme, c'est quelque chose de très nébuleux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, étant donné que je ne suis pas spécialement compétent sur la question, mais du campaniforme, on connaît avec certitude une expression la plus standardisée et la plus répandue de ce phénomène, qui est un kit, littéralement, qu'on trouve dans les inhumations de la transition entre le néolithique et le début de l'âge du bronze, entre 2500 et 2200 avant Jésus-Christ environ. Et ce kit se retrouve dans les tombes qui d'ailleurs sont des sépultures individuelles, ce qui marque également une rupture, des tombes qui sont orientées différemment selon qu'on est un homme ou une femme, des tombes qui ne sont plus des incinérations, et des tombes dans lesquelles on retrouve ce fameux kit donc, qui est composé d'un vase décoré, dont le style de décor peut varier d'une région à l'autre, mais qui répond grossièrement à la même forme de cloche, qui lui a valu donc l'attribution du nom, un campana en italien comme en espagnol signifiant cloche. C'est ça qui a donné le nom à la culture campaniforme. On retrouve également un certain nombre d'éléments de parure dans ces tombes, des parures qui peuvent être en os, qui peuvent être en métal et notamment en or, des éléments d'armature de flèches, un autre élément qui n'est pas représenté dans le kit ici mais qu'on peut voir sur cette reconstitution qui est un brassin d'archer qui est généralement fait dans une pierre dure de type jadéite. Et d'autres éléments céramiques et aussi et surtout première apparition notamment sur le sol britannique, ces objets qui sont des lames et des pointes de lance ou de flèches en cuivre. Avec l'archer d'Amesbury, c'est le métal qui fait son apparition en Grande-Bretagne. Et c'est également donc, le point d'entrée du phénomène campaniforme en Grande-Bretagne. Phénomène campaniforme qui, au regard des dernières études ADN qui ont été réalisées,
va petit à petit remplacer intégralement le patrimoine génétique britannique du néolithique, avec une vague d'occupation totalement nouvelle. Et donc on a un changement radical qui vient s'intégrer dans ces sociétés avec ces nouvelles formes de croyances, ces nouvelles pratiques. Et donc on a une diffusion qui se fait à travers une très grande partie de l'Europe. L'expansion maximale de la culture campaniforme, du moins de ces traits culturels, va de la Pologne à l'Irlande et de la Scandinavie jusqu'au Maroc, et elle atteint même certaines îles de la Méditerranée à travers la culture matérielle, à travers des pratiques funéraires et rituelles qui vont contribuer à uniformiser pour la première fois le continent européen par le biais d'un même modèle qui reste toutefois perméable à un certain nombre d'adaptations stylistiques locales. Ce qui nous amène à la période focale de cette étude, qui est l'âge du bronze, et donc l'apparition de la métallurgie en Europe, qui a induit un changement radical de paradigme au sein des sociétés. On avait donc initialement, à l'époque du campaniforme, le travail du cuivre qui était apparu en Europe et qui s'était diffusé, en particulier dans les îles britanniques. À partir du cuivre, on peut arriver à la maîtrise d'un mélange de cuivre et d'étain, qui est donc le bronze. Et donc il semble que les premiers alliages de bronze n'ont pas été vraiment intentionnels, et que c'était à la base un alliage plutôt de cuivre arsenié, donc de cuivre associé à de l'arsenic, réputé plus dur que le cuivre pur, et qui provenait tout simplement de minerais de cuivre contenant de l'arsenic à l'état naturel, qui avait été travaillé tel quel, et donc on s'est rendu compte du potentiel après coup. En Mésopotamie et en Turquie, la particularité de ce cuivre arsenié n'avait pas échappé aux métallurgistes dès le 4e millénaire, et après avoir sélectionné des minerais mixtes, ils ont essayé de fondre ensemble des métaux qui provenaient de minerais différents, et ils sont arrivés à cet alliage qu'on connaît maintenant comme étant le bronze. Donc il vient d'Anatolie, et il se diffuse petit à petit vers l'ouest, à exception faite de deux foyers qui sont relativement autonomes, qui prennent place en Grande-Bretagne et en Europe centrale, qui se développent autour de 2500 avant Jésus-Christ, alors que la métallurgie du bronze dans le reste de l'Europe se développe essentiellement à partir de 2100 avant Jésus-Christ. Donc les populations d'Europe occidentale, elles commencent à mettre à profit cette maîtrise du feu, cette maîtrise des premiers travaux du cuivre, de l'or et des alliages de cuivre, pour se lancer dans une production d'objets en bronze qui deviennent rapidement standardisés, qui permettent un certain nombre de développements économiques, de développements culturels, du fait d'un certain nombre d'échanges, étant donné que, comme je l'ai dit, le bronze étant un alliage de cuivre et d'étain. Encore une fois, on ne voit absolument pas la carte sur ce PowerPoint. Mais, ce qu'il fallait voir, c'est que les gisements de cuivre et d'étain en Europe ne sont pas homogènes du tout. On le voit, il y a des zones qui sont complètement vides. Il y a d'autres zones qui sont en revanche extrêmement riches. Et forcément, pour autoriser la diffusion à grande échelle d'objets en bronze et de la métallurgie du bronze, il impliquait nécessairement de mettre en place des circuits d'échange et de sortir de logiques juste régionales pour élargir les couloirs et apporter le métal dans les endroits où il n'était pas disponible naturellement. Je pense notamment au Danemark, qui disposait d'un âge du bronze particulièrement riche et qui pourtant ne disposait d'aucun type de gisement, que ce soit de cuivre ou d'étain. Alors, l'apparition de la métallurgie, elle marque l'émergence d'une nouvelle forme de société hiérarchisée,
qui est radicalement différente de ce qu'on pouvait envisager au néolithique, où on avait essentiellement des grands groupes communautaires qui œuvraient de concert pour travailler à la construction de gigantesques monuments type Stonehenge. Alors les monuments mégalithiques perdurent à l'âge du bronze, ils sont réutilisés pour certains par les sociétés de l'âge du bronze, il y a de nouveaux types de monuments qui apparaissent. En revanche, il y a aussi une forme d'individualisation de la culture matérielle qui se fait, qui découle notamment directement des tombes individuelles du phénomène coraniforme. Mais on a donc deux aspects différents qui se mettent en place suite à l'apparition de la métallurgie. D'une part, on a l'apparition de types d'ornements individuels dans des métaux précieux ou semi-précieux comme donc l'or ou le bronze, qu'on va retrouver dans des contextes soit de dépôts, soit de sépultures particulièrement riches et impressionnantes, comme par exemple ces sépultures retrouvées au Danemark de femmes inhumées dans des cercueils en chêne et vidées, qui ont été retrouvés dans des tourbières, donc ont particulièrement bien conservé les matériaux organiques comme les vêtements et la fourrure, et qui ont permis récemment, à travers un certain nombre de programmes de recherche réalisés à Copenhague, de retracer les itinéraires de ces femmes à travers l'Europe, à partir des analyses d'isotopes des cheveux notamment, mais également de l'émail des dents ou de la fourrure de ces cercueils. Et on voit que ces femmes portent à leur taille des disques en bronze particulièrement intéressants, qui sont en plus retrouvés en contexte et qui sont ornés de spirales concentriques, qui sont une forme d'ornementation solaire comme on en trouve beaucoup à l'âge du bronze. En contrepartie, et plus précocement, en Grande-Bretagne, on voit l'apparition de ces petits disques en or qu'on retrouve soit individuellement, soit par paire, soit parfois, comme c'est le cas ici à Nose of Trotty, en 4 exemplaires. Ces disques présentent pour la plupart des perforations centrales qui laissent penser qu'ils étaient portés comme des boutons, ou en tout cas comme des éléments de parure vestimentaire. En revanche, on ne les trouve pas en contexte funéraire, donc on ne peut pas vraiment attribuer ça à des individus précis, mais il est certain, au regard de la rareté de ce genre d'objet, de la richesse du métal et de la symbolique solaire associée dans le décor, que ces objets étaient incontestablement des symboles de pouvoir individuel portés par certaines personnes qui devaient disposer d'un certain prestige. Est-ce que ces objets tournaient d'une personne à l'autre pour assurer son statut? C'est encore difficile à déterminer, mais en tout cas, c'était des objets de pouvoir individuel. L'autre aspect qui est particulièrement flagrant dans la culture matérielle de l'âge du bronze, c'est la prépondérance du soleil dans les objets de culte. Alors, j'ai mis 3 exemples, certains sur lesquels je reviendrai, mais on a en tout cas à travers toute l'Europe des objets qui apparaissent, qui sont extrêmement précieux, extrêmement manufacturés, qui présentent des caractères qui sont à la fois témoignant d'une identité régionale forte et de tendance à l'interaction entre les différents groupes culturels à l'échelle de l'Europe, voire plus loin. On a par exemple ici le cheval solaire de Trundle, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est une parfaite représentation d'un cheval tirant le soleil tel qu'il est envisagé à l'âge du bronze. On a ici un des 4 condors dont je vais parler tout de suite. Et ici, ce qui est potentiellement identifié comme un tambour, mais
on n'a pas vraiment de certitude sur l'utilisation de cet objet. Ça pouvait également être aussi considéré comme un trône qui présente un décor solaire particulièrement flagrant sur sa surface et également un découpage de son pourtour en rouelles cruciformes qui sont également des symboles solaires courants à cette époque-là. Alors, exemple des plus significatifs de ces objets de prestige et de ces objets rares, les cônes d'or, dont l'un est conservé au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye qui provient d'Aventon, le cône de Schifferstadt qui vient d'Allemagne, le cône d'Etzelsdorf qui vient également d'Allemagne, et ce cône qui est le plus complet après le cône de Schifferstadt, qui n'est pas sans poser problème étant donné qu'il n'a pas de contexte précis et qui est donc généralement considéré comme étant le cône de Berlin étant donné qu'il est exposé là-bas. Alors ces objets sont incroyables techniquement étant donné qu'ils font pour le plus grand 80 cm de haut et sont composés en fait d'une seule et unique tôle d'or. Alors on est parti d'un lingot à peu près de la taille d'une boîte d'allumettes qui a été martelé, au point d'arriver à une feuille qui fait moins d'1 millimètre de large pour arriver à produire cet objet d'un seul tenant qui est donc pour chacun des disques décoré avec un certain nombre de poinçons ou de tampons par pression. Qui représentent donc des cercles concentriques, éventuellement des formes de lune horizontale avec un point au-dessus, une rouelle qui est également clairement un symbole solaire, et pour le cas des cônes d'Aventon et d'Etzelsdorf, ainsi que de Berlin, une étoile à plus ou moins de branches. Il me semble que le cône d'Aventon c'était une étoile à 11 branches, le cône d'Etzelsdorf à 10, et Berlin il me semble que c'est 9 ou 10 également. Donc ces objets sont extrêmement difficiles à interpréter étant donné qu'on n'a quasiment pas d'éléments de contexte. Le cône d'Etzelsdorf a été retrouvé dans un dépôt non funéraire, il était en miettes, c'était une tôle d'or particulièrement abîmée qui a été très bien restaurée. Le cône de Schifferstadt a également été retrouvé en dépôt et il a été enterré tel quel à l'horizontale, accompagné de 3 haches en bronze. Et le cône d'Aventon a également été retrouvé dans un dépôt de manière totalement fortuite, également dans un état de détérioration assez avancé, donc il a fait l'objet de restauration. Et si on part du principe que la forme complète donc, de ces cônes était celle de Schifferstadt ou de Berlin, on voit que il manque un certain nombre d'éléments pour les cônes d'Etzelsdorf et d'Aventon qui compliquent nettement la lecture de l'objet. Alors je vais vraiment pas m'attarder dessus parce que c'est un problème qui est quasiment insoluble à mon sens et extrêmement complexe, mais Wilfried Mengin qui est aujourd'hui décédé mais qui était à l'époque conservateur du musée de Berlin, s'est énormément intéressé à ces cônes et a développé toute une théorie selon laquelle ce serait en fait des vecteurs de savoir calendaire et que donc l'ensemble du décor pouvait fonctionner comme une sorte de calendrier extrêmement complexe qu'il a tenté d'expliquer un certain nombre de fois, mais j'avoue que c'est des théories qui sont extrêmement compliquées, voire assez indigestes, et qui mériteront d'être reprises encore et encore. Je ne m'attarde pas dessus. Mais voilà, il faut savoir qu'un certain nombre d'objets de l'âge du bronze potentiellement pouvaient receler des données qui témoignaient de calendrier. Ce qui nous amène au disque de Nebra. Il fallait que j'en parle. Donc vous avez peut-être entendu parler, en tout cas pour les non-archéologues dans la salle,
Pour d'autres, en particulier ceux qui fréquentent l'université de Dijon, je pense que Stéphane Wirtz vous en a largement parlé. Et je compte sur lui pour refaire un topo dessus dans les questions. Donc le disque de Nebra qui a été trouvé en 1999 dans des conditions absolument rocambolesques, qui pourrait faire l'objet d'un feuilleton policier à elle toute seule. Et d'ailleurs, si on considère le documentaire de la BBC, Secrets of the Sky Disc, c'est pratiquement un documentaire fiction reprenant tous les éléments d'un récit policier. Mais le fait est que ce dépôt a été extrait en 1999 par des détectoristes qui faisaient donc une fouille clandestine dans une forêt à côté de Nebra-Schauenstrut en Saxe-Anhalt, donc en Allemagne, dans le centre-est de l'Allemagne, et qui ont mis au jour ce dépôt tout à fait intéressant, composé de 2 épées extrêmement bien conservées, présentant des ajouts en or réalisés avec une technique de damasquinage, plusieurs éléments de parure, un ciseau et 2 haches à rebord. Et donc cet objet particulièrement étrange, totalement inédit en Europe, totalement inédit dans le monde, qui serait aujourd'hui la plus vieille représentation de la goutte céleste découverte en Europe et au monde même, qui daterait donc de 1600 avant Jésus-Christ. Alors le disque originel, c'était une simple plaque de bronze circulaire décorée par une pseudo-technique de damasquinage, parce que c'est pas exactement du damasquinage au sens où on l'entendrait aujourd'hui, fait à la feuille d'or, donc un disque simple dont le bronze a été patiné pour avoir une couleur relativement sombre qui pourrait préfigurer un disque représentant un ciel nocturne, avec sur sa surface 32 points en or, répartis vraisemblablement aléatoirement d'après les études qui ont été faites dans la construction du décor, mis à part ces 7 points-là, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui correspondraient à l'astérisme des Pléiades, un disque plein et un croissant. Alors, initialement, on pourrait naturellement penser au Soleil et à la Lune, mais encore une fois, je vais en reparler, mais il semblerait que ce soit plus vraisemblablement la pleine Lune et un croissant de Lune. La deuxième étape du disque, c'est le rajout sur les côtés de 2 arcs latéraux. On sait que c'est un ajout qui est postérieur à la première étape, étant donné que 2 des points en or disparaissent sous cet arc et qu'un troisième est quelque peu mangé par l'intégration du décor et donc le point est redécalé. Troisième étape, l'ajout de cette forme de croissant dans la partie inférieure du disque. Alors je dis la partie inférieure, mais concrètement on ne peut pas vraiment savoir si c'était le haut ou le bas. Je pense qu'on a tendance en tant qu'archéologue contemporain à latéraliser l'objet, en particulier parce que déjà il a une forme qui se prête à l'interprétation naturellement dans le cerveau humain, et d'autre part parce que cette forme pourrait parfaitement évoquer celle d'une barque solaire. Je vais en reparler. La quatrième étape, c'est le percement de 38 trous sur tout le pourtour du disque, ce qui laisse penser que à ce moment-là, le disque était fixé sur un autre support, vraisemblablement en matériau périssable, peut-être un tronc en bois coupé, quelque chose dans ce goût-là. Et la cinquième étape, qui est la dernière, c'est l'arc latéral gauche qui disparaît et qui est retiré vraisemblablement avant que l'objet soit mis en terre avec le reste du dépôt. Alors,
cet objet, il est intéressant à de nombreux égards, mais l'un des aspects les plus intéressants, c'est notamment le fait qu'il présente à sa surface un véritable syncrétisme d'énormément d'influences. D'une part, on a ces modes de représentation qui sont radicalement nouveaux en Europe occidentale, qui n'existent nulle part ailleurs. Mais en revanche, on a par contre plusieurs types de représentations qui existent ailleurs dans le monde. En l'occurrence, cet astérisme des Pléiades, représenté sous la forme d'une rosette à 7 points, on la retrouve assez couramment à une période relativement similaire sur les sous-cylindres de Mésopotamie, avant une évolution stylistique qui va représenter les Pléiades sous la forme d'un groupe de 4 points et 3 points alignés plus tardivement. Donc on a une très forte ressemblance entre ces deux modes de représentation. On a le croissant qui est ici, qui pourrait éventuellement être interprété comme le croissant lunaire du dieu Sin en Mésopotamie, à moins que ce soit cette lune en croissant, qui est également totalement inédite en Europe, et qui pourrait être une reprise de ce mode de représentation. Et cette barre, donc je le disais, qui pouvait éventuellement suggérer qu'il s'agissait d'une barque solaire, ça ne se voit pas sur le PowerPoint, mais en fait tout le pourtour de cet arc est bordé de tout petits traits qui pourraient suggérer des rames. Et donc cette barque solaire incurvée, elle correspond aussi bien à ce qu'on voit sur les céramiques égyptiennes au début du deuxième millénaire, et également au type 3 et 4 des représentations de bateaux dans le monde des géants. Et donc, ces éléments-là se retrouvent sur la surface d'un seul objet, de manière tout à fait étrange. Et détail encore plus intéressant, les arcs latéraux qui forment en leur centre un angle de 83 degrés et des brouettes sont vraisemblablement conçus pour être utilisés à un emplacement précis qui est similaire à celui de la latitude à laquelle l'objet est découvert, et s'inscrit un peu comme Stonehenge, mais sous la forme d'un objet meuble, s'inscrit comme un moyen à l'échelle du paysage de repérer un certain nombre d'éléments astronomiques, en l'occurrence le lever du soleil au solstice d'été, qui se fait à cet endroit-là, précisément derrière une colline, enfin derrière une petite montagne qui est le mont du Mittelberg, et qui pourrait alors servir de marqueur dans l'espace pour déterminer l'endroit où le soleil va se lever. Donc, si le soleil se lève derrière le Mittelberg, c'est le moment du solstice d'été, et le soleil, après le solstice, va poursuivre son chemin sur l'horizon jusqu'au solstice d'hiver. Et en fait, le point de lever du soleil au solstice d'hiver, si on cale l'angle extrême de l'arc sur le Mittelberg, correspond en fait à un arc de 83 degrés. Et donc on envisage ces arcs comme étant une véritable modélisation sur le disque de l'horizon parcouru par le soleil entre les deux solstices. Alors c'est un travail formidable au XVIe siècle avant Jésus-Christ de reporter ses connaissances sur un objet aussi petit, qui plus est, qui ferait l'assemblage d'un certain nombre de théories. Et alors Wolfhard Schlosser, dont j'ai parlé un peu plus tôt, va encore plus loin dans l'interprétation de l'objet, étant donné qu'il va chercher à comprendre pourquoi on aurait les Pléiades sur ce disque. Il reste 5 minutes ? Oui. Sans déconner. Bon, je vais faire vite.
On fera les questions devant l'ABF, c'est pas grave. Et donc ces objets qui vont, ces connaissances qui sont reportées sur un objet extrêmement petit, mais qui reprennent en fait des tendances qui sont déjà perceptibles dans l'enceinte de Gossec, qui date donc du 5e millénaire et qui se retrouve très près de Nebra. Alors, on va passer très vite. Je voulais parler quand même du cheval solaire de Trondheim, qui est l'un des plus beaux objets de l'âge du bronze scandinave, qui est donc la matérialisation en un seul objet d'un concept qui est celui du voyage du soleil à travers l'espace, qui serait donc tiré par un cheval dans le ciel. Et alors cet objet est extrêmement intéressant parce que donc ce disque qu'on considère comme étant une représentation du soleil a deux faces, la première dorée, la deuxième en bronze, qui représenterait donc le jour et la nuit. Alors ce cheval, il a longtemps été considéré comme étant un char étant donné qu'il est monté sur roue. Ce n'est pas le cas. C'est bel et bien une représentation de cheval monté sur roue et non pas celle d'un char. Et il y a une grosse nuance dans cette distinction parce que le char n'apparaît pas du tout en Europe proto-historique, en tout cas en Europe scandinave. En revanche, on a énormément de représentations de ces chevaux qui se baladent avec un soleil porté derrière eux. Et le principe des roues servait uniquement à déplacer l'objet lors de processions. Et donc là, on a une allégorie du cycle solaire en un seul objet. Qui plus est, on a la représentation matérielle et mobile d'un concept cosmologique qui est vraiment en fait une manière pour les sociétés à l'époque de s'emparer d'un concept et d'un phénomène céleste sur lequel ils n'ont aucune prise pour en faire quelque chose que eux peuvent contrôler et que eux ils peuvent manipuler. Et du coup, en fait, le but d'un objet comme ça, c'est vraiment un objet mnémonique. C'est un objet qui est presque pédagogique, qui vise à montrer en fait au commun de la société comment fonctionne le cycle solaire. Et le but, lors des cérémonies, c'est pas tant de représenter la divinité, c'est de la présentifier. Et ça, c'est un concept qui est très présent en anthropologie sociale. L'idée, c'est vraiment d'amener l'incarnation du phénomène matériellement au sein de la société et de la présenter et de la manipuler de manière à en exercer un simili-contrôle. Alors, on va passer très vite, désolé Stéphane, sur les influences danubiennes, mais pour signaler qu'un autre mode de représentation qui se diffuse à partir entre le XIIIe et le Xe siècle avant Jésus-Christ en Europe occidentale, qui est une représentation différente du voyage du soleil, à savoir celle d'oiseaux aquatiques portant le soleil, représenté, affronté dans une forme presque héraldique, avec une roue. Et ces objets, ces décors sont représentés essentiellement sur des contenants, des chaudrons ou des amphores qu'on connaît donc sous le nom de Sonnenvogelbarken. C'est le terme consacré pour ces représentations à vive-forme de roue solaire, et avec une variante qui est celle d'un chaudron monté sur roue qui reprend également ce genre de dialectique d'oiseaux aquatiques montés sur roue, qu'on appelle donc des Kesselwagen. Toujours rapidement, la plus belle synthèse de ces deux exemples de représentation se trouve dans le dépôt de Marismunde, qui vient du Danemark, où on a la collaboration, entre guillemets, d'une amphore avec un décor de Sonnenvogelbarken et des récipients qui sont peut-être des louches en or, avec un décor solaire sur la panse inférieure de l'objet et des anses qui sont typiquement en forme de cheval. Et voilà, bon,
je vais conclure très rapidement sur une mise en parallèle qui est voilà, cette confrontation de deux modèles. À gauche, le monde imaginé à l'âge du bronze, qui est une représentation tridimensionnelle du disque de Nebra, qui est une manière de chercher à imaginer et à représenter l'univers. Et en parallèle, cette carte absolument fascinante de l'univers local réalisée au cours du programme Redshift par la NASA, qui montre que en fait, tout est question de représentation, tout est question de recherche de notre place et de la représentation de l'univers, et tout est surtout propice à se représenter dans l'espace. Et on a une très belle continuité aujourd'hui avec ce prix Nobel qui nous emmène encore plus loin avec la découverte de la première exoplanète. Voilà, je vous remercie, je suis désolé, j'ai été très très long.